Et rebonjour à tous. Nous continuons cette journée avec une belle table ronde sponsorisée par Pair Énergie avec un beau sujet, faciliter l'accès à une offre audio puissante et contextuelle. Pour en parler, des intervenants évidemment de qualité, et j'accueille tout de suite sur scène Nicolas Haby, directeur général de e-Énergie, Cyril Perron, directeur général délégué de Nova Régie, Maud Ventura, rédactrice en chef podcast chez Énergie, Mehdi Aroussi, directeur et publisher Customer Success chez Hawk, et Mélanie Maillet de chez Nova également. Alors, moi je vais me mettre là. Vous pouvez vous mettre où vous voulez. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Vous pouvez vous saisir de ces beaux micros. Bonjour. Bonjour. On va commencer peut-être par Mehdi, pour recontextualiser un petit peu ton métier et ta place dans l'écosystème. Est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Mehdi, je travaille pour une société française qui s'appelle Hawk, qui est une plateforme d'achat média omnichannel, qui propose donc d'acheter de la télévision, du DOH, du mobile, du display et de l'audio, bien sûr, sinon je ne serais pas là. Notre objectif, c'est de faciliter l'achat d'espaces publicitaires audio au global, donc que ce soit sur tous les inventaires, streaming, web radio, podcast, natif et de réécoute. Donc nos principaux clients, c'est les agences médias, les annonceurs aussi. Voilà. Merci beaucoup, Mehdi. On a également deux personnes de chez Nova. Alors, on va en parler dans quelques instants de pourquoi vous êtes ici à une table ronde énergie. Mais rapidement, moi, j'avais envie de vous interroger sur l'étude qu'on a vue ce matin, sur les chiffres du podcast natif et du podcast en général. Quand vous voyez une érosion du nombre d'auditeurs sur le natif, mais des chiffres du marché qui sont quand même en hausse, quelle réflexion vous avez ? J'y vais ? Ouais, tu peux y aller, Nicolas. Une érosion qui est quand même assez légère. Ouais. Moi, je pense que c'est un format qui est en train de s'installer. Ça manque encore de contenu sans doute un peu plus mainstream. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire chez Énergie. On a acquis d'abord une vraie expertise sur le sujet du podcast natif pour ensuite réaliser des contenus qui touchent un public plus large. Donc je suis vraiment pas inquiet sur le sujet. Ça va continuer, je pense, de se développer. Et avec des contenus de plus en plus larges, on touchera un public de plus en plus large. Très bien. Mélanie ? Oui, non, moi je suis pas non plus du tout inquiète, surtout que, nous concernant Radio Nova, on a la partie centrale FM et on développe aussi beaucoup l'audio visuel en général. Donc pour nous, c'est des chiffres qui sont super positifs et nos audiences sont uniques et se partagent dans tous ces écosystèmes-là. Donc pour nous, c'est vraiment positif et on n'est pas inquiet du tout. Mehdi, comment est-ce que vous voyez la structuration du marché de l'audio digital aujourd'hui ? Est-ce qu'on pourrait dire qu'en 5 ans, on a eu une très belle progression ? Alors, nous, on s'est lancé dans l'audio en 2019. Je pense que pour parler de l'évolution, on peut parler des inventaires qui ont été disponibles. Parce qu'au départ, on avait des plateformes streaming, donc du Deezer, du Spotify, des web radios qui étaient présentes. Et au fur et à mesure des années, on a vu un écosystème qui a commencé vraiment à grandir, avec une offre aujourd'hui d'inventaire qui est plutôt assez puissante, avec des régies qui ont progressivement mis en place des inventaires et ensuite en ont ouvert davantage. Donc en termes de progression, côté supply, je pense que c'est assez important de dire qu'on a un écosystème aujourd'hui qui est riche d'éditeurs premium, avec une longue taille aussi de nouveaux éditeurs qui apparaissent dans l'écosystème. On le voit aussi côté client, parce qu'au départ, c'était beaucoup d'acheteurs radio qui étaient intéressés d'aller chercher de l'incrémental avec le digital audio. Et là, aujourd'hui, on voit émerger des nouveaux types d'annonceurs intéressés pour faire des dispositifs en local, notamment. Donc, ils ne faisaient pas forcément de radio. Le digital audio, du coup, vient vraiment leur apporter des assets qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Qu'est-ce qu'on a peut-être, pour préciser, comme type d'annonceurs qui se réveillent un petit peu sur l'audio ? Des annonceurs locaux qui n'avaient pas forcément... des annonceurs locaux, ça va être des franchises avec des entités régionales qui vont aussi avoir des communications localisées en digital audio. L'un des avantages du digital audio, c'est pouvoir cibler des audiences,
de pouvoir maîtriser sa fréquence d'exposition. Et tous ces KPI, ils sont super importants pour des annonceurs à mid-market, typiquement. Voilà. Et puis ensuite, le dernier point, c'est le fait de pouvoir intégrer de l'audio dans un plan média, dans sa globalité. Donc là, on avait beaucoup d'acheteurs display, multiscreen, qui aujourd'hui s'intéressent et rajoutent du digital audio dans leur plan média. Donc voilà, ça commence à devenir une composante importante. Ça ajoute de la mémorisation sur une stratégie globale. Donc voilà. Pour continuer sur la pédagogie, peut-être avec Nicolas, sur ce qu'on entend par audio digital, on a évidemment les podcasts replay, les podcasts natifs. Qu'est-ce qu'on peut y mettre, avant qu'on parle de l'offre évidemment que vous proposez, mais dans les types d'inventaires qu'on peut avoir voilà, dans l'audio digital, qu'est-ce que ça comprend? Ce qui fait énormément de reach, évidemment, c'est les flux FM digitalisés et les web radios. Enfin, c'est le gros de l'écosystème, hein. Les flux FM, les web radios, les podcasts replay et les podcasts natifs. Et là, on a fait le gros du marché de l'audio aujourd'hui. Et sur les flux FM et les web radios, à quel point ça fonctionne aujourd'hui? Ça fait des volumes d'audience qui sont en croissance constante. Et pour revenir à ton point de tout à l'heure, évidemment, nous, on voit aussi que sur les podcasts natifs, on a des taux de croissance qui sont assez impressionnants. On a des taux de croissance parfois à 3 chiffres. Donc j'entends hein, que dans l'étude, on dit que ça stagne. Nous, on ne voit pas une stagnation du tout. Et après, voilà, c'est un écosystème l'audio qui est très large. Les personnes qui sont habituées à consommer, évidemment, le flux FM, quand on le digitalise, ils sont contents de le retrouver en digital. Et c'est aussi en ce sens que derrière, on peut pousser plein de contenus. Aujourd'hui, les podcasts natifs, pour nous, c'est aussi la possibilité d'aller créer sur des nouveaux territoires, de nouveaux contenus. Et pour une marque comme Nostalgie, on va aller aborder de nouvelles thématiques. Chérie FM, on fait des contes pour enfants. Sur Énergie, on parle de l'actualité des influenceurs. On interviewe des influenceurs. Donc ça permet d'aller sur des territoires plus larges. Et après, l'idée, c'est qu'il y ait des passerelles entre toutes ces typologies de contenu. Parce qu'aujourd'hui, un podcast natif, demain, ça peut devenir une émission à l'antenne. Enfin, c'est la richesse du podcast natif. Quand on passe à l'antenne, on n'a pas le droit de se louper. Sur le digital, on a le droit de se louper. On a des KPI pour savoir quand on est bon, quand on n'est pas bon, et pour optimiser de manière très rapide. On va en parler justement des podcasts que vous développez chez Énergie avec Maud, dont c'est le métier, donc journaliste à la base, qui travaille sur les podcasts natifs. Comment est-ce que justement vous travaillez chez Énergie pour développer tous ces projets ? Alors en fait, on travaille en équipe et on commence par identifier des sujets qui correspondent à la ligne éditoriale d'Énergie, qui est le divertissement, quelque chose de grand public. Et à partir du moment où on trouve le sujet, on se demande la meilleure manière de le faire. Je vais prendre un exemple concret, ça sera plus parlant. Il y a quelques mois, on pense que l'astrologie est un sujet qui peut toucher notre audience, qui peut intéresser les auditeurs de podcasts. On cherche ce qui n'a pas été fait dans l'astrologie. Et on trouve une influenceuse, quelqu'un de passionné par l'astrologie pour le faire, et on crée notre podcast qui s'appelle Stellar. Et donc on fait, en fait, étape par étape, en fonction du sujet, on crée une équipe, on crée le podcast. Donc c'est des thématiques. Autre exemple dont parlait Nicolas, par exemple, Chérie FM, c'est les mamans. Et on se dit, je pense que ça peut être intéressant d'aller sur la jeunesse. Donc on se dit, on va créer un podcast de contes pour enfants. Là, c'est mon métier d'écouter tout ce qui sort, de regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Là où on pourrait, nous, se différencier et faire un podcast intéressant éditorialement. Et donc on se dit, on va faire des contes pour enfants. Ça va s'appeler Conte-moi l'aventure. C'est des contes très connus, grand public, qui sont réinterprétés par une actrice. Et voilà, et Conte-moi l'aventure est né à ce moment-là. Et comme disait Nicolas, c'est effectivement, on fait, et en faisant, on fonctionne beaucoup avec des pilotes. Donc on a une idée, on a une intuition, peut-être qu'elle n'est pas bonne, on essaie, on fait un pilote, on écoute, on voit si ça fonctionne, on lance une saison 1, on voit quels sont les épisodes qui ont le plus fonctionné, lesquels ont moins fonctionné, et après on ajuste pour avoir que des podcasts qui touchent le plus grand nombre et qui fonctionnent bien. Mais vous avez la même approche, que ce soit un podcast qui soit prévu pour les auditeurs, qui soit soutenu par une marque ou non? Oui, c'est un grand oui à cette question. C'est un grand oui parce que je suis persuadée depuis longtemps qu'un très bon podcast de marque, c'est un très bon podcast. J'écoute énormément de podcasts et donc je me mets à la place des auditeurs. En fait, qu'est-ce que j'ai envie d'écouter?
et qu'est-ce qui va me toucher moi. Et donc, c'est tout un travail d'aller faire un très bon podcast de marque et donc un très bon podcast tout court. Et dans l'étude de ce matin, c'était très intéressant parce que les auditeurs disaient « je ne veux pas forcément qu'on me parle de la marque, mais je veux qu'on parle du message de la marque ». Et donc c'est dans cette nuance qu'on va travailler en disant on va peut-être pas parler de votre produit de la première à la dernière ligne. En revanche, où est-ce que vous voulez vous positionner? Un exemple, on a bossé avec la marque Arco Pharma qui se dit bon, j'ai envie que nous on a envie de se positionner sur le grand public et le pouvoir des plantes et comment les plantes fonctionnent parce qu'ils font des compléments alimentaires à base de plantes. Donc à partir de là, comment on travaille? On invente un podcast qui s'appelle Le pouvoir des plantes, où une naturopathe, dans chaque épisode, raconte en fait le pouvoir de différentes plantes. Donc on travaille exactement comme j'aurais travaillé sur un podcast édito, pour qu'en fait, à la fin, l'annonceur s'y retrouve, mais aussi l'auditeur, qu'il ait tout simplement envie d'écouter. Sur ça, on peut faire un parallèle avec les contenus de youtubeurs. Pour en avoir vendu à une époque, on nous demande depuis un moment de garantir des KPI quand un Squeezie crée une vidéo. Et du coup, si on veut que l'intégration de la marque soit bien faite, il faut que la marque s'adapte au contenu, et c'est pas l'inverse, ça ne doit pas être l'inverse. Et c'est comme ça que la marque tire le maximum de bénéfices et le maximum de reach. Et c'est la même logique sur les podcasts. La marque, elle doit s'intégrer, faire des choses intelligentes qui vont... Enfin, c'est pas de la pub, c'est du contenu. Cyril, chez Nova, avant de parler de pourquoi est-ce que vous êtes là très concrètement et l'offre qu'on va présenter, mais est-ce que vous vous retrouvez dans la façon de fonctionner d'énergie, par exemple? Comment est-ce que vous fonctionnez chez Nova avec les podcasts et l'inventaire que vous proposez? Alors nous, chez Nova, on a démarré les podcasts il y a fort longtemps, puisqu'on a fait partie des premiers groupes audio. Ça s'appelait la balado-diffusion, figurez-vous. C'est mieux podcast. Balado-diffusion. Donc l'ancêtre du podcast, donc ça fait vraiment très longtemps. Et effectivement, l'audio digital fait partie des virages qu'on a tous été obligés de prendre, puisque c'est le sens de l'histoire. Donc on s'y est mis également. Par ailleurs, on a des auditeurs qui sont extrêmement consommateurs et particulièrement surreprésentés dans ces consommations digitales, puisque le surconsommateur, enfin l'auditeur digital est avant tout plutôt masculin, qui a plutôt 35-49 ans, qui est plutôt CSP+, urbain, actif. Et donc c'est typiquement l'ADN même de l'auditoire de Nova. Donc oui, ça fait partie des fondamentaux du groupe aujourd'hui. Et pour pardon Nicolas, juste pour continuer là-dessus, Radio Nova est une radio commerciale depuis 1980, donc travailler sur des contenus de marque, on le fait depuis toujours avec cette obligation de respecter l'auditeur et le contenu. Donc on est très très habitué à ça et on le fait au quotidien à l'antenne et avec nos OPS et dans les podcasts natifs en marque blanche beaucoup encore aujourd'hui. Du coup, vous vous retrouvez dans ce cas d'IMO de finalement travailler de façon assez organique sur marque ou pas marque Ouais, on est très très proches, on travaille, la rédaction et les équipes commerciales travaillent au même endroit ensemble quotidiennement et c'est ce qui fait le succès commercial OPS de Nova. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sur le site de Radio Nova et de regarder la variété et la diversité des podcasts en ligne, puisqu'on a des podcasts natifs, et on a aussi du replay de certaines émissions, mais on a des podcasts qui ont été vendus à des marques et vous ne vous en rendrez même pas compte en les écoutant. C'est le message effectivement qui est important, plus que la marque en fait. Alors, vous êtes ici Nova et Énergie parce que vous avez lancé une offre chez Énergie qui intègre un certain nombre de formats de Nova qui sont commercialisés ensemble. Est-ce que Nicolas, tu peux nous raconter un petit peu pourquoi et comment? Aujourd'hui, et du coup Mehdi le voit bien, l'offre audio, elle est un peu partout et c'est pas toujours évident pour des annonceurs de s'y retrouver ou pour des agences. Et notre objectif, c'est de pouvoir agréger une offre puissante et très qualitative à côté de nos écosystèmes.
Et c'est ce qu'on fait du coup avec Nova, qui nous fait confiance sur la partie web radio, flux premium. Donc on est ravis de ça, on espère que ça va aller encore plus loin. Mais voilà, l'objectif c'est d'être une espèce de passage obligatoire, et on espère que Hawk passera de plus en plus par nous d'ailleurs. Mais voilà, avec une garantie pour les clients d'être sur des écosystèmes hyper qualitatifs, sans qu'il y ait 12 pré-rolls, sans que des formats de podcast soient diffusés en autoplay. Enfin, il faut qu'il y ait une garantie que le contenu soit ultra qualitatif. Donc on est en programmatique, Mehdi ? Oui. Oui, on est en programmatique. En programmatique, ça veut dire acheter du spot audio, hein, juste pour bien recontextualiser, c'est important. Et pour aller dans la continuité de ce que dit Nicolas, nous, ce qu'on fait, notre travail, c'est d'être facilitateur. Donc en fait, on montre l'exhaustivité des inventaires qui sont disponibles en digital audio, et on facilite la façon de faire la demande, on automatise la demande de création de deal avec les éditeurs. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé une vitrine sur la plateforme qui référencie tous ces inventaires, qu'on peut filtrer par streaming, par web radio, podcast natif ou des réécoutes. On a aussi ajouté une certification via un partenariat qu'on a mis en place avec la CPM suite à une initiative qu'on avait lancée avec Groupe M et Sébastien Ruiz, qui va nous permettre vraiment de pouvoir visualiser tous ces inventaires et de choisir son audience par rapport aux objectifs de sa campagne. Donc, très concrètement, l'acheteur, qu'est-ce qu'il voit en termes de choix? Il voit des logos de régie, il voit, donc c'est très visuel, et je pense que c'est super important, surtout pour des nouveaux publics qui commencent à acheter de l'audio. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent voir. Et il va aussi voir les inventaires podcast avec une granularité liée au podcast. Donc ensuite, toute la partie monétisation est faite côté éditeur. Nous, notre travail, c'est vraiment de rendre visible. C'est ensuite à l'acheteur de parler avec la régie ou avec l'éditeur pour mettre en place les conditions préférentielles ou ces conditions tout court pour acheter de l'inventaire. Mais alors, Nicolas, on vient chercher de la puissance ou on vient chercher de la quantité? On vient chercher de la puissance et de la qualité. Enfin, ça, c'est hyper important. Et pour faire le parallèle, là, on parle de la partie monétisation, mais quelque part, c'est notre travail aussi à faire en tant qu'éditeur, de pouvoir simplifier l'accès au contenu, parce que sur les podcasts natifs, le nombre de contenus est très vaste, c'est compliqué d'être visible. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'au sein du groupe Énergie, on a vraiment la volonté et quelque part le devoir de permettre à des podcasts qui sont dans la même logique et qui ont un ADN assez similaire à celui de nos marques, de faire émerger des contenus. Et pour ça, il y a de l'agrégation et on sort une nouvelle app en fin d'année, en espérant qu'il n'y ait pas trop de retard, mais qui agrégera des contenus qui viennent de l'extérieur aussi, mais qui plairont à nos publics. Parce qu'il y a de la place aujourd'hui, je pense, pour quelqu'un qui va venir agréger des contenus autour de l'entertainment, du divertissement. Et c'est intéressant pour le public aussi de savoir que si je veux des contenus, des podcasts natifs divertissement, je vais sur l'app d'Énergie et je sais ce sur quoi je vais tomber. Et nous, après, on a une capacité à promouvoir, à mettre en avant des contenus, qu'on passe par l'audio ou par la radio, qui est ultra puissante. Mais si je vous écoute, vous avez donc des super podcasts et des super inventaires. Merci. Pourquoi avoir décidé de vous associer avec le groupe Combat Parce que l'union fait la force, évidemment. Il y a une vieille règle qui, je me demande, vient pas d'Énergie à la base, radio, qui est la règle des 3 P. C'est programmation, puissance et promotion. Et je pense que c'est vachement intéressant et que ça vaut... Nous, c'est des règles qu'on connaît en radio depuis toujours et sur lesquelles on s'appuie. Et je pense que c'est des règles qui valent le coup aussi pour l'audio digital. Nous, clairement, Nova, on est dans une audience de qualité. On cherche... on est sur totalement autre chose en termes d'audience qu'Énergie. Mais on peut totalement s'associer. Il ne faut pas du tout avoir peur de ça. Enfin, c'est... Vraiment, il faut arrêter ces espèces de jugements bizarroïdes. Regardez, on se ressemble. Mais t'as un peu plus de cheveux. Je vais enlever ma perruque, tu vas voir que non. Non, mais voilà, en gros, on avait besoin à un moment, nous, de s'associer à une marque forte et surtout à un savoir-faire. Sur ça, en fait, sur nos web radios, on avait besoin d'avoir des pré-rolls intelligents, d'avoir une technologie intelligente
Donc vous, à Nova, vous êtes venu chercher la techno d'énergie que vous vouliez pas développer. La puissance commerciale, je pense. Ouais, la puissance commerciale. En fait, on avait déjà une expérience réussie de collaboration, puisque ça fait 7 ou 8 ans qu'on avait déjà monté une offre publicitaire commune sur le marché francilien, en créant une offre regroupant l'intégralité des supports d'énergie, donc Énergie Chérie FM, Rire et Chanson et Nostalgie, ainsi que notre offre en Ile-de-France, composée de Radio Nova, TSF Jazz et Chant de France, pour en faire l'offre leader en fait en puissance et la plus compétitive sur toutes les grandes cibles commerciales en Ile-de-France. Avis aux amateurs, j'ai des bons de commande dans mon sac. Et en fait, non, ce produit est devenu en très peu de temps le produit leader en fait, commercialement en fait, en chiffre d'affaires. Et chez nous, ça pèse entre la moitié et les 2 tiers de notre chiffre d'affaires. Donc c'est voilà, c'est une expérience qu'on avait déjà entre nos deux groupes qui sont nés en 1981 pour les deux. Donc c'est des groupes qui ont plus de 40 ans. Donc une vraie histoire commune, longue histoire commune. Et donc naturellement, voilà, le jour où on a eu des besoins, puisqu'il y a des seuils minimums dans tous les domaines. Et c'est vrai que ces seuils, on les passait peut-être pas forcément au sol. Donc on a cherché effectivement à s'allier à plus gros, plus fort que nous. Et on s'est tourné vers notre partenaire en fait de longue date. Voilà comment ça s'est fait. Et ça ne veut pas du tout dire que Koé viendra sur Radio Nova. Malheureusement, il ne l'a pas accepté. Voilà. Mais quand on regarde aussi au début de l'ère programmatique, où les éditeurs de presse s'étaient associés sous 2 plateformes différentes, on voit bien que quand un média se digitalise de plus en plus, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'union fait la force. Et en gros, rassembler nos inventaires pour être forts. Et je pense que les annonceurs et les agences ont besoin d'avoir un gage de qualité sur les inventaires. Ça fait sens de se regrouper, de s'associer et de travailler ensemble. Dans cette offre que vous avez lancée, il n'y a pas seulement cette association avec Nova. Qu'est-ce que vous avez mis dans ce que vous appelez ce hub premium? On a aussi des podcasteurs indépendants, comme Somnifère par exemple, qu'on intègre. Et du coup, ça va au-delà de la brique monétisation, puisqu'on intègre certains contenus. Et ce que je disais tout à l'heure, on va les agréger dans nos applis, mais aujourd'hui, on les agrège déjà sur nos sites. Donc ça va dans ce sens-là. Et du coup, beaucoup de podcasteurs indépendants dans l'offre. Donc vous devenez aussi hébergeur de podcasts natifs sur votre... Pas hébergeur. Nous, on va distribuer sur nos assets et monétiser. Et typiquement, sur ça, on a un deal avec AudioMint qui est, lui, l'hébergeur. Très bien. Mehdi, quels sont les premiers retours du marché sur cette offre? Est-ce que ça fonctionne bien? Sur l'offre énergie Nova? Ouais. Je sais pas. Vous ne savez pas. Non, mais en fait, moi, je peux vous partager tout ce qui est avis utilisation de plateforme, comment la perception que les gens ont sur le podcast en général, sur ces inventaires. Sur le partenariat en particulier, je pense qu'il est plutôt récent. Donc c'est difficile d'avoir du recul aujourd'hui et de dire voilà le feedback côté client. Après, si ça marchait pas, on s'entendrait pas là. Parce que ça fait un mois et demi. Je pense que Cyril me ferait la tête si on... C'est clair. Voilà, mais je pense que le mieux, c'est une agence média ou un annonceur qui pourra mieux en parler que moi. Mais voilà, nous, on met à disposition... Comment c'est perçu? C'est ça que je voulais entendre. Comment est-ce que vous voyez ce type d'association, vous, avec votre regard? C'est bénéfique pour l'écosystème, de toute manière, c'est évident, parce que ça simplifie la lecture, ça répond à des KPI branding ou de puissance qui sont aussi très recherchés côté agence média, côté annonceur. Donc on a besoin d'initiatives, de toute manière, dans ce sens pour venir enrichir cet écosystème et l'offre globale. Merci beaucoup, Mehdi. Maud, je vais revenir un petit peu vers vous. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de podcasts de marque que vous avez lancés? On a parlé d'Arco Pharma. J'aimerais qu'on parle également de la mer de sable, peut-être, puisqu'elle a une intégration un peu particulière.
Oui, je trouve que c'est un très bon exemple parce que quand on parle de monétiser les podcasts, on pense souvent à deux choses. On pense au host read, donc l'animateur au début du podcast va faire un petit message pour parler de sa marque, enfin de la marque en question, et on en a fait, on a d'autres exemples, on pourra en citer, on a travaillé avec des marques de matelas comme Emma Matelas, avec Babel sur les langues, etc. Donc ça c'est le host read, et maintenant je pense que le marché est assez familier avec ça et connaît toute sa puissance. On pense aussi à comment on fait de l'argent avec des podcasts. On pense aux podcasts de marque. Donc, on va créer des podcasts pour Arco Pharma, pour Alliance, pour Orange, voilà, toutes ces choses qu'on a pu faire. Et puis, il y a cette chose-là au milieu, qui sont donc des épisodes dédiés dans un podcast natif existant éditorial. Alors, je reprends. En fait, c'est dans un podcast qui existe déjà, un podcast édito comme plein de podcasteurs natifs ou des radios peuvent en faire. Le podcast existe, il appartient à une marque comme Énergie ou Chérie FM, et à l'intérieur de ce podcast, on va faire 1 ou 2 épisodes pour une marque. Et donc la marque, pour elle, c'est hyper puissant parce qu'elle arrive déjà dans un podcast qui fonctionne bien et qui a son message et qui est sa ligne éditoriale. Donc pour prendre un exemple concret, on a ce podcast de contes pour enfants qui s'appelle Conte-moi l'aventure, qui est un grand succès. On fait plus de 300 000 écoutes par mois, on est très content et il existe depuis plus de 2 ans maintenant. Donc elle a eu le temps de s'installer. Donc ce podcast existe et on rencontre la Mer de Sable qui est un parc d'attractions et on se dit mais en fait il y a effectivement quelque chose à faire ensemble et donc on fait 2 épisodes qui ressembleraient à des épisodes classiques de Conte-moi l'aventure, donc en fait une histoire. Donc là c'est sur la légende de l'Ouest parce que la Mer de Sable se situe dans cet univers. Et donc on a fait 2 épisodes. Donc en début d'épisode, la narratrice va dire cet épisode vous est proposé grâce à la Mer de Sable. Pour vivre plus d'aventures, rendez-vous sur la Mer de Sable. Et puis après, il y a tout un épisode qui se passe dans l'Ouest et qui reprend un petit peu ces éléments-là, mais on ne reparle pas de la marque. Et il y a de nouveau un petit message de fin. Et donc là, je pense que tout le monde est gagnant parce que la marque a son épisode dans un podcast qui fonctionne déjà. Donc en fait, nous aussi, on peut garantir des écoutes, on peut garantir une audience, on peut garantir une cible. Et ensuite, c'est assez drôle parce que cet épisode a été repris dans le parc d'attractions, dans le petit train de la mine et dans certaines zones d'accueil. Donc c'est assez drôle, les synergies et dans un petit spectacle qu'ils ont fait ensuite. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Et ça permet en fait un peu en one-shot de faire des épisodes dédié dans un podcast qui existe déjà. Pour prendre un autre exemple, pour que ça soit bien parlant, on a un podcast qui s'appelle Feu de camp, avec des histoires paranormales qui font un petit peu peur. Et l'année dernière, il y a un film d'horreur qui est sorti qui s'appelait Halloween. Et donc, on a fait un épisode du podcast qui parlait en fait de l'histoire d'Halloween et donc qui permet de parler du film au moment de sa sortie. Mais ça ne nous engage pas non plus sur 15 épisodes. C'est vraiment quelque chose de ciblé. Et je trouve que c'est un entre-deux pour une marque qui ne va pas aller sur « je vais faire mon podcast de marque, m'engager sur une saison, 10 épisodes ». C'est pas non plus que du host read. Et c'est une voie médiane que je trouve vraiment passionnante en termes d'éditorial parce qu'en fait, on se demande comment faire un très bon épisode du podcast, mais où la marque sera présente, mais de manière intelligente pour tout le monde. Et en termes de brand content, il y a un truc qui est très intéressant avec le podcast natif. Quand on vend des OPS, quand on est en régie, médias, c'est très compliqué de les renouveler parce que les clients veulent toujours de la nouveauté, quelque chose de différent. Ils vont travailler avec vous, avec quelqu'un d'autre l'année d'après. Ce qui est hyper intéressant et du coup plus cool sur la partie des podcasts natifs, c'est qu'une fois qu'on a fait une saison, quasiment, allez, on va dire 90% du temps, le client veut reconduire et faire une nouvelle saison. Ce qui permet, il faut réinventer un peu le podcast et aller chercher la saison 2, mais il n'y a pas tout à réinventer. Et donc ça, c'est quand même un des points positifs de ce podcast natif, c'est qu'on arrive à créer de la récurrence, ce qui est très difficile d'habitude. Et vous pensez que ce type, parce qu'on en a parlé dans la masterclass Acast juste avant, c'est le même principe avec Amplifon, où ils ont travaillé justement sur cette nouvelle mode du podcast spécial intégré dans un podcast qui existe. Vous pensez que c'est une demande qui va se prolonger, ce type d'opération? Après, c'est plus complexe à faire sur des épisodes liés à des faits divers ou à des crimes. Mais quand il y a des thématiques qui sont assez larges, oui, c'est assez facile. Hein. Et là, on a beaucoup de demandes, notamment sur un podcast qu'on vient de sortir qui s'appelle Followers, où on interviewe des influenceurs, des créateurs de contenu sur leur travail. Et là, il y a beaucoup de marques qui sont intéressées pour faire un épisode avec un influenceur avec qui ils travaillent. Peu importe, je suis une marque, je travaille avec tel influenceur, nous, on peut le prendre en invité
et faire parler de sa marque, de la marque en question. Donc en tout cas, on a des demandes en ce moment. Type d'opération, c'est plus les marques qui repèrent le podcast dans lesquels elles veulent interagir, ou vous leur proposez des podcasts parce qu'il faut trouver c'est vrai, le podcast qui corresponde exactement au message? Je dirais que c'est 50-50 et c'est un peu au cas par cas. Je pense que c'est vraiment au cas par cas, ça dépend. Ouais. On s'en parlait tout à l'heure avec Mehdi, du coup, et il nous disait que de plus en plus, des structures influencent aussi, commandent du podcast et achètent du podcast. Ça, c'est hyper intéressant. Parce que les influenceurs sont aussi sur la partie podcast, et que du coup, il y a aussi un attrait pour cet inventaire, et ça donne une nouvelle typologie d'acheteurs, finalement. Donc ça vient compléter un peu le premier sujet qu'on a adressé sur l'écosystème, comment il évolue. Il y a d'autres typologies aussi d'acheteurs ou d'achats qui se font sur l'inventaire podcast en spécifique. On parle beaucoup dans la publicité de contexte et on aime bien généralement quand c'est contextuel, c'est mieux que l'inverse, et on parle du podcast comme étant un élément de publicité contextuelle. Pourquoi, selon vous, peut-être Mehdi, cela fonctionne aussi bien, et justement pourquoi c'est contextuel? Parce qu'il y a énormément de podcasts différents, avec du contenu différent, et qui vient parfaitement se greffer avec des problématiques annonceurs différentes. Et du coup, ça vient vraiment enrichir un média qui aujourd'hui était un peu limité à la first party, enfin limité. Qui c'était déjà bien, on avait déjà la first party data avec les éditeurs, ce qui est déjà une bonne chose. Mais du coup, ça vient enrichir ses capacités de ciblage, en proposant des stratégies qui vont être liées à du contenu podcast sur des thématiques assez importantes. L'idée, c'est d'avoir suffisamment de reach, parce que si on va prendre juste 3-4 podcasts, donc ça ne va pas plaire à l'éditeur et puis pas à l'annonceur non plus, parce qu'il ne pourra pas diffuser. Mais du coup, ça vient vraiment renforcer une offre digitale. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a plus d'annonceurs aussi qui sont intéressés de venir sur ce média, parce que du coup, on arrive à répondre à leurs Donc enjeux. c'est la diversité des sujets traités, ouais, exactement. Mais en même temps, il faut que cette diversité soit traitée de façon puissante et écoutée. Exactement. C'est bien résumé. Mais en fait, si on part sur une stratégie audio, digital, de web radio, streaming, on peut plus facilement aujourd'hui intégrer du podcast dedans, même si c'est des inventaires qui sont plus restreints parce que le volume d'inventaire en face est limité. Je parle de thématiques bien particulières, des niches, etc. Mais on voit aussi apparaître de plus en plus des demandes sur des campagnes, sur du podcast uniquement en programmatique, ce qui est assez nouveau en fait dans l'écosystème, donc c'est intéressant. Et on en parlait justement ce matin de ce contexte un petit peu violent qui nous entoure, d'autres médias comme la télévision qui a été citée dans l'étude comme étant plus violent, informatif, donc peut-être plus angoissant, et le podcast qui était peut-être une valeur refuge. C'est ce que les marques viennent chercher aussi, peut-être Mélanie. Ouais, quand les marques font appel, par exemple, à nous, Radio Nova, c'est aussi pour de l'agilité, de la rapidité de production, et on s'adapte clairement quand... Là, on travaille en ce moment sur un podcast avec le SNEP pour l'anniversaire du SNEP. Selon l'actualité, on va rapidement un peu changer notre fusil d'épaule. On va adapter l'éditorial hyper rapidement parce que c'est notre métier de faire ça. Et la production aussi. Donc ça, je pense que pour les marques, c'est pas mal versus un spot de pub télé qui est impossible à refaire. Voilà, donc il y a ça qui est vachement intéressant en ce moment, et notamment vu le contexte et l'actualité. Et on a aussi, on peut un peu changer les dates de sortie. Enfin, on a une agilité qui, je pense, est extrêmement riche en ce moment particulièrement. Merci beaucoup. Quand on envoie en programmatique les spots sur tout cet écosystème, comment est-ce qu'on choisit la granularité d'un podcast natif par rapport à une web radio? Comment ça se fait chez vous? Ça va dépendre des régies et des éditeurs, de la façon dont ils monétisent, mais l'intérêt du programmatique, c'est le fait de pouvoir le faire en temps réel, la facilité d'activation, j'arrête, j'active, je stoppe ma campagne quand je veux, et ensuite la transparence des supports, donc je sais où je délivre. Je peux le voir en direct, je peux même
et potentiellement optimiser. Donc en fait aujourd'hui sur des web radios, du streaming, on a la granularité qui va être liée à l'émission. Et ensuite sur du podcast on commence, et on le voit là de plus en plus dans les conversations qu'on a avec les régies, à avoir de plus en plus de granularité. Donc on commence à savoir exactement sur quel podcast on délivre. Jusqu'à présent on avait un nom de domaine et on savait que c'était à l'intérieur. Là maintenant on commence à avoir le détail des podcasts fournis à l'intérieur. Donc ça donne vraiment de la granularité. Ce qui pose problème, c'est que à un moment donné, si la personne a dit bon moi j'ai que ces 3 podcasts qui m'intéressent, bah, ça va être compliqué parce qu'on ne pourra pas délivrer cette campagne. Donc c'est important de considérer un pack, même si dedans on voit exactement où la livraison se fait. Le milieu des éditeurs et dans le podcast en particulier est très attentif à la publicité qui est diffusée. Donc parfois la programmatique ça peut un peu faire peur, et côté éditeur, côté CSP, on peut parfois bloquer certains items, certains thèmes de publicité. Est-ce que vous observez plus dans le podcast natif qu'ailleurs des spots qui sont empêchés? Bah, en fait, c'est fait côté régie éditeur. C'est eux qui vont créer le deal et qui vont dire bon, bah, voilà les podcasts sur lesquels on va diffuser. Et en amont de la campagne, on sait quel annonceur va diffuser aussi. Parce que l'idée, c'est que que l'annonceur soit cohérent avec l'endroit où il diffuse. Donc toutes ces règles-là, elles sont plus faites côté éditeur, régie finalement. Nous, de notre côté, on voit juste la progression du podcast. Et je faisais l'exercice là sur l'année pour me rendre compte à peu près des investissements. Au global, tout digital audio confondu, on a 30% des investissements qui sont réalisés sur du podcast. Ce qui est énorme en fait, quand on voit d'où on est venu depuis 4 ans, où on était sur des plateformes streaming. En voyant l'évolution de ce marché, on voit que le podcast commence à prendre de plus en plus de place dans les investissements. Nicolas, avant de prendre des questions du public, si vous voulez en préparer, on en prendra quelques-unes. Si on devait citer les 3 principaux avantages pour les annonceurs de passer par l'audio digital et le podcast, lesquels te viendraient en tête? Je pense qu'il y a une proximité, une finesse au niveau des contenus qui est difficile à aller retrouver, et en même temps on est capable d'agréger cette finesse et d'arriver à être puissant. Donc pour moi c'est l'audio, c'est ces 3 piliers sur ce sujet de l'audio qui sont hyper importants et qui permettent de se différencier du reste des autres médias. Et d'ailleurs, quand on voit les niveaux de tarifs, on n'est pas si éloigné que ça des tarifs de la vidéo. Pourtant, il y a l'image. On a l'impression en plus, mais en réalité, le mode de consommation de l'audio est vraiment différent et je pense très apprécié. C'est pour ça d'ailleurs que le public aujourd'hui accepte sans doute un peu plus la publicité sur les podcasts que sur d'autres médias. Et vous pensez qu'un jour ça va saturer comme sur les autres médias, ou on restera sur des taux d'acceptation qui sont plutôt agréables? On voit qu'aux US, il y a quand même beaucoup plus de formats publicitaires. C'est pour ça qu'ils les rentabilisent mieux, leurs investissements dans les contenus natifs. Donc peut-être qu'il y a un moment où il faudra qu'on augmente un peu la dose, mais ça restera dans des proportions. L'idée, c'est pas de casser les audiences. Le plus important, c'est d'avoir des audiences. Moi, du coup, chez Énergie, j'ai les 2 casquettes, éditeur et monétisation. Et je ne vais pas aller me tirer une balle dans le pied en mettant je ne sais combien de messages publicitaires et qui va tuer mes audiences. La base, c'est l'audience. Très bien. Est-ce qu'on a des questions dans la salle pour notre panel? Oui, est-ce que... Ouais, le micro va arriver. Bonjour. Comment est-ce qu'on fait pour convaincre un annonceur qui ne fait pas de radio FM de faire de la pub dans des podcasts? J'y vais. C'est un vrai travail. Et du coup, typiquement, Mehdi, en parlant de sa plateforme, et quand il disait qu'il y avait des annonceurs locaux qui venaient maintenant chez eux, ça prouve qu'aujourd'hui, on peut très bien être annonceur qui ne fait pas de radio et qui veut aller se focuser sur du podcast. Nous, on le voit aussi sur du sponsoring de podcasts avec des audiences raisonnables. On a des marques de maillots de bain qui viennent sponsoriser tel contenu parce que c'est ultra fin. Et je pense qu'on est obligé quand même de faire un certain volume, mais moi j'ai toujours apprécié le fait de sponsoriser des choses, sponsoriser des contenus, sponsoriser des épreuves sportives. Ça crée un lien, et c'est peut-être parce que j'ai grandi avec ça à Roland-Garros ou à d'autres endroits, que j'ai un affect particulier avec ça, et que je trouve ça toujours beaucoup plus intelligent d'aller s'associer à des contenus en particulier. Et aujourd'hui,
je pense que la problématique au début, c'était que l'audio était acheté par des acheteurs qui étaient à l'origine radio et qui avaient l'habitude de travailler avec certains annonceurs. Et je pense qu'il y a encore tout un travail à faire pour aller pousser des marques qui ne venaient pas forcément sur la radio, sur ces contenus qui sont complètement différents et qui ne sont pas forcément là pour générer du trafic de manière instantanée, mais plutôt pour faire du branding et créer, s'associer aux valeurs du contenu. Je peux me permettre de... Je rajoute Bien juste sûr, quelque chose à ce que tu disais. D'un point de vue éditorial, je pense que c'est un peu le jour et la nuit quand on s'adresse à un annonceur qui écoute des podcasts et un annonceur qui n'écoute pas de podcasts. Et en fait, à partir du moment où on parle à quelqu'un qui a déjà écouté, en tant qu'auditeur, je veux dire le dimanche, un podcast dans sa vie, en fait, on a des arguments qui sont immenses. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent des podcasts ici. Si je dis « Bonjour, je suis Kate Evan d'Audible », tout le monde se souvient de cette pub sur Transfert il y a 4 ans. Je m'en souviens encore. Je me souviens, Serial, je l'ai écouté il y a 5 ans, c'était une pub pour Squarespace. Je m'en souviens encore. Et donc, il y a quand même une force de l'audio et de la pub dans les podcasts qui reste en mémoire. Et donc, je pense que, si demain, moi, je devais monter ma boîte, mais je ferais de la publicité sur les podcasts, mais immédiatement, parce que, comme dit Nicolas, en fait, il y a encore énormément de place, c'est pas du tout saturé, c'est un message tellement bonne qualité, et donc en fait, ça, on en parlait ce matin aussi, ça passe par de la pédagogie, et en fait, à partir du moment où on parle à des auditeurs de podcasts, je trouve qu'il y a en fait, il n'y a plus rien à dire, c'est évident. Mais on la sent quand même, cette limite, quand on discute là, entre la puissance et finalement la qualité, la notoriété, et finalement peut-être plus la puissance. Et peut-être qu'en européen et en France, comparé aux États-Unis, on a du mal à aller... bon, alors vous faites tout pour, avec cette offre, aller vers de la quantité. Mais est-ce qu'on arrivera à sortir un peu plus, à être sur cet équilibre de pas trop de publicité pour les auditeurs et en même temps réaliser les chiffres qu'on cite des États-Unis depuis 5 ans et qu'on ne voit, même si ça augmente, hein, mais on en est encore très loin. En tout cas, pour écouter beaucoup de podcasts américains, je trouve qu'on a une marge, mais immense, parce qu'ils font 3 pubs au début, de la pub au milieu, de la pub à la fin. Moi, j'écoute des podcasts toute la semaine, c'est encore rare. Et j'écoute des podcasts très grand public, j'écoute Transfert dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort. Il y a rarement de la publicité à chaque écoute. Donc, je trouve que parler de saturation, c'est peut-être un peu prématuré. On a encore, on a encore de la place. Est-ce qu'on a une dernière question du public, peut-être N'hésitez pas. Ou sinon, oui, ici, en bas. Bonjour, merci beaucoup déjà. J'ai une question par rapport aux KPI que vous pouvez remonter aux marques. On a parlé tout à l'heure, la conf d'avant, du nombre d'écoutes, par exemple. Moi, je suis plutôt issue du monde du web. Du coup, par exemple, sur une campagne Facebook Ads, je peux dire à mon client, voilà, j'ai traqué le lien. Et c'est cette campagne-là qui a le mieux performé. Ça a généré tant de X milliers de chiffres d'euros sur le e-commerce, par exemple. Comment on peut faire pour transposer ça au monde du podcast et pour pouvoir peut-être mieux convaincre en ayant des chiffres pour leur dire, voilà, ça a marché. Merci Mehdi de me regarder. J'y vais. Une des techniques qui est un peu à l'ancienne et qui marchait vachement bien sur l'influence, c'est les coupons de réduction. On peut intégrer ça. Maintenant, ça a quand même ses limites. Donc aujourd'hui, pour générer de la performance via du podcast, mais je ne suis pas certain que ce soit l'enjeu principal quand on vient communiquer sur un podcast. Moi, je peux répondre sur le digital audio, parce que le podcast, c'est particulier, mais bon, ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est les impressions. On va mesurer le taux d'écoute à 100%. On va avoir tous ces indicateurs. Et ensuite, on peut adosser à tout ça des études. Donc une étude où on va pouvoir recibler les personnes qui ont été exposées à la publicité et mesurer leur niveau de notoriété, ou mémorisation d'un message. Donc ça, c'est des KPI qu'on commence à voir de plus en plus arriver sur l'audio, qui, pour le coup, peuvent être intéressants sur du branding, de pouvoir ajouter des KPI secondaires. Ensuite, on a aussi, sur certaines typologies d'inventaire, mais du coup, là, je pense qu'on sort du cadre podcast, la possibilité de traquer des potentielles visites en magasin, faites sur de l'inventaire donc web radio, streaming. Et du coup, il y a cette dimension de mesure, mais qui vient vraiment en additionnel. Ce n'est pas le KPI principal, il faut vraiment le considérer comme un atout en plus. Merci beaucoup, merci à tous les 5 d'être passés nous voir aujourd'hui. Merci. Merci. On peut les applaudir.